Bonjour à tous, je suis professeur Petit Chat. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des formulaires HTML et comment les mettre en forme avec Bootstrap. Réaliser un formulaire se fait en HTML. Cependant, en utilisant uniquement le HTML, on ne va pas pouvoir utiliser les données saisies par l'utilisateur. Pour utiliser ces données, nous avons deux possibilités. La première consistera à envoyer le formulaire à un serveur. On utilisera par exemple le PHP pour traiter le formulaire et éventuellement après on pourra stocker ces informations dans une base de données en utilisant par exemple MySQL. Le serveur renvoie alors une page indiquant à l'utilisateur que son envoi a bien été pris en compte. L'autre possibilité d'utilisation des formulaires consiste à traiter le résultat directement par le navigateur. Par exemple, si on veut réaliser une calculatrice en ligne, il n'y a aucun intérêt d'envoyer les données sur un serveur. Pour réaliser cette opération, on programmera en JavaScript, et c'est le navigateur qui exécutera le code et affichera le résultat de l'opération. Nous verrons dans des prochaines vidéos comment traiter ces formulaires soit en PHP, soit en JavaScript, mais pour l'instant, on va apprendre à les dessiner. On va commencer par voir les différents contrôleurs possibles en HTML. Il y a des exceptions, mais presque tous les champs HTML se font avec la balise input. Pour faire un champ texte, on va mettre l'attribut type égale texte. Pour faire une case à cocher, ce sera type égale checkbox, et pour faire un radio button, on mettra type égale radio. Pour rappel, la différence entre un checkbox et un radio button, c'est que le checkbox, il peut y en avoir plusieurs de cochés, alors que le radio button, il peut y en avoir qu'un seul. On a après le type date qui permet de sélectionner une date sur un calendrier, le type time qui permet de choisir une heure et le type datetime local qui permet de sélectionner les deux en même temps. Nous avons ensuite des variantes ou input type texte qui permettent de dire exactement ce qu'on attend dans les champs. Ça va nous permettre de contrôler que les données ont été correctement saisies. Nous avons donc le type email pour les emails, le type URL pour les adresses internet et le type tel pour les numéros de téléphone. Nous avons ici le type number qui permet de s'assurer que nous avons un nombre et ça ajoute les petites flèches pour augmenter ou réduire ce nombre. Enfin, nous avons le type password qui est utilisé pour les mots de passe qui va avoir la particularité de remplacer les caractères par des petits ronds. Continuons avec le type range qui donne un curseur qui permet de choisir un pourcentage, le type file qui permet d'envoyer un fichier au serveur et enfin le type color qui permet de choisir une couleur. On a dû faire à peu près le tour des différents types possibles qu'on peut mettre à la balise input et on va voir maintenant les attributs supplémentaires qu'on peut mettre. Tout d'abord, la propriété value va permettre de régler la valeur par défaut des objets. En JavaScript, c'est également la propriété qu'on va utiliser pour récupérer la valeur des champs. Pour un champ texte, ça va correspondre simplement au texte saisi. Pour un input de type datetime local, il faudra utiliser le format à l'américaine, à savoir année moins jour. Pour un input de type color, la value correspond au code couleur en hexadécimal. Et enfin, pour un input de type range, ça correspond à un nombre entre 0 et 100, mais les limites éventuellement sont réglables. Pour les checkbox et les radio buttons, l'état ne se configure pas avec l'attribut value, mais avec l'attribut checked qu'il faudra rajouter dans la balise pour la cocher. Autre attribut très important, l'attribut name. On le précisera systématiquement sur tous les champs lorsque le formulaire doit être envoyé vers un serveur. Il donnera le nom de la variable qui va permettre de récupérer après la valeur en PHP. Le name est également utilisé pour la complétion automatique des formulaires par le navigateur. Par exemple, si le name vaut email, le navigateur va compléter tout seul avec votre adresse email. Le name a une utilité supplémentaire spécifique pour les radio buttons. L'objectif des radio buttons est qu'il peut y en avoir qu'un seul de sélectionné. Il faudra donc dire que si on coche un radio button, ça décoche les autres. Pour cela, on va mettre le même name à tous les radios d'un même groupe et on va mettre par contre des values différents pour chaque radio button. Lorsqu'on va récupérer la variable après en PHP, elle prendra la valeur correspondant aux values du radio sélectionné. Cette utilisation du name est spécifique au radio button et pour les checkbox, il faudra bien mettre un name différent pour chacun des checkbox. L'attribut placeholder va permettre de mettre un petit texte en gris dans un champ texte. À la différence de l'attribut value, dès que le curseur du clavier entre dans le champ, ce petit texte va disparaître. L'attribut disabled désactive un champ et le met en grisé pour indiquer à l'utilisateur qu'on ne peut pas le remplir.
L'attribut required permet d'indiquer à un champ qu'il est obligatoire et le formulaire ne pourra pas être envoyé tant que le champ n'est pas rempli. Les attributs min et max vont permettre de fixer les limites autorisées pour la saisie. Ça va être utile pour les inputs de type number, de type date et de type range. L'attribut pattern permet de contrôler précisément le format de saisie. Ici, je vous ai mis un exemple pour contrôler que le texte saisi a exactement 3 lettres majuscules ou minuscules. Il faut utiliser ce qui s'appelle les expressions régulières, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Enfin, l'attribut maxLength permet de préciser le nombre de caractères maximum. Voyons maintenant la balise button pour faire un bouton poussoir. Il faudra mettre soit type égale submit pour dire d'envoyer le formulaire vers un serveur, soit type égale button pour lancer un script en JavaScript. On va voir une autre balise, à savoir la balise select qui sert à faire des menus déroulants. Il faudra mettre plusieurs balises options à l'intérieur pour faire les différents choix. Le texte ici correspond à ce qui apparaîtra dans le menu, et le texte ici correspond à la valeur récupérée après en JavaScript ou PHP pour savoir quelle est l'option choisie. Si on ajoute l'attribut selected, on va pouvoir dire quelle est l'option par défaut. Si on veut pouvoir sélectionner plusieurs valeurs, nous mettrons l'attribut multiple à la balise select. Passons maintenant à la balise textArray qui permet de faire des zones de texte sur plusieurs lignes. Cette fois-ci, le texte de la balise n'est pas passé par l'attribut value, mais par le contenu même de la balise. Lorsque vous avez des cases à cocher qui peuvent être particulièrement petites, l'utilisateur a parfois l'habitude de cliquer sur le texte à côté comme ceci. Il faut donc relier le texte à la case et pour cela nous utiliserons la balise label. Il y a deux syntaxes possibles. La première, un peu plus concise, consiste à mettre la balise input et le texte à l'intérieur de la balise label. Deuxième option, il faut préciser l'ID de l'input et on mettra un label un peu plus loin qui fera référence à l'ID grâce à l'attribut for. L'avantage de cette deuxième méthode est que le label et le input ne se trouvent pas forcément juste à côté l'un de l'autre dans le code. Tous les champs que nous avons vus jusqu'à présent doivent se trouver à l'intérieur d'une balise form. Notez bien que vous devez utiliser le même form pour tous les contrôleurs de votre formulaire. Les attributs que j'ai mis ici seront seulement utiles pour envoyer les données du formulaire au serveur. Si vous traitez le formulaire en local, vous pouvez les enlever. Si vous voulez de la documentation sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je vous conseille comme d'habitude le site w3schools.com. La partie sur les formulaires se trouve ici. Nous allons voir maintenant comment mettre en page ces formulaires en utilisant Bootstrap. Si on ne met pas Bootstrap, soit vos formulaires vont ressembler à ça, soit vous allez passer beaucoup de temps à les mettre en forme. En plus de ça, Bootstrap va surtout vous permettre de faire des formulaires responsives, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter facilement aux mobiles et aux ordinateurs fixes. Pour pouvoir utiliser Bootstrap sur votre page, il faut aller sur v5.getbootstrap.com et recopier les quelques lignes qui vous sont données. Nous mettrons le lien vers la feuille de style dans le head, juste avant votre propre feuille de style. Nous ajouterons aussi les deux lignes pour les JavaScript, juste avant le /body de votre document. Tous les éléments Bootstrap doivent se trouver dans un div de classe Container. Ça réalise un bloc de 1320 pixels de large, avec une largeur max de 100% si la largeur d'écran est inférieure. Vous pouvez également utiliser la classe ContainerFluid si vous voulez avoir une largeur de 100% quel que soit l'écran. Nous ajoutons alors notre balise form pour créer un formulaire. On va commencer par les champs de type texte ou assimilés. Par exemple, ici nous avons un input de type email. Il faudra mettre la balise label et la balise input. Nous devons mettre la classe formLabel pour la balise label et la classe formControl pour la balise input. Voilà ce que ça donne. La zone de texte prend toute la largeur et quand on clique dessus, il y a un cadre bleu qui apparaît. Nous pouvons ajouter une petite description en dessous en mettant un div de classe formText. Ça donne ceci. Si vous voulez mettre le label, le contrôle et le formText sur une même ligne, nous allons devoir utiliser la syntaxe suivante. Il faut créer un div de classe row et à l'intérieur on met des balises de classe callAuto qui vont avoir une taille automatique en fonction du contenu. Voilà ce que ça donne. Si vous en mettez deux par contre, ils vont être mal alignés.
Pour aligner ces champs correctement, il faut utiliser le système de grille de Bootstrap. Le principe est que votre colonne Bootstrap est divisée en 12 unités. Si on écrit ici col 2 et col 4, on a 2 unités qui vont être utilisées pour le label et 4 unités qui vont être utilisées pour le input. Voilà ce que ça donne. Ça manque un peu d'espacement et on peut ajouter la classe mt3 pour ajouter un peu d'espace. M c'est pour le margin et T c'est pour top. Le 3 représente la taille de la marge sur une échelle exponentielle. Tout ça sera un peu plus détaillé dans une autre vidéo sur Bootstrap. Voilà donc ce que ça donne avec les espaces. Pour faire des cases à cocher, c'est un peu différent. Il faut que le input et le label soient mis dans un div de classe formCheck. L'input lui-même doit avoir pour classe formCheckInput et le label doit avoir pour classe formCheckLabel. Et voici ma case à cocher. Dans le div, si on ajoute la classe formSwitch, ça va changer le checkbox en un bouton switch. Ça donnera ceci. Si maintenant vous voulez faire des radio buttons, vous devez juste changer le type en radio et on laissera les mêmes classes que pour les checkbox. Ici, je vous ai mis un exemple avec 2 radios. Il faut bien penser à mettre les mêmes names pour les 2 radios. Comme on a 2 items, il faut qu'ils aient 2 idées différents et les labels doivent être accordés avec les bons idées. Voilà à quoi va ressembler nos 2 radio buttons. Pour faire une zone de sélection, il faut ajouter la classe formSelect et pour faire un input type color, il faut ajouter la classe formControlColor en plus de la classe formControl. Pour faire un input type file, il y a pas mal d'éléments à mettre. Je vous ai mis la syntaxe ici, mais il faudra la recopier le jour où vous en aurez besoin. Pour faire un input de type range, il faut ajouter la classe formRange. Pour les boutons, on va avoir un peu plus d'options. Il faut ajouter la classe btn ainsi que la classe btnPrimary. Voilà ce que ça donne. Ces classes peuvent aussi s'appliquer à une balise A, ce qui va permettre de faire des liens hypertextes qui vont avoir la forme de boutons. Vous pouvez remplacer la classe btnPrimary par une des classes suivantes pour faire un bouton de la couleur que vous souhaitez. C'est des couleurs standards dans Bootstrap qu'on retrouvera à différents endroits. Vous avez une autre forme possible pour les boutons qui est appelée la forme Outline. On l'utilisera en mettant la classe btn-outline-quelque chose. C'est cette forme Outline qu'on va souvent utiliser pour faire des toggle buttons comme vous voyez ici. Il faut voir les toggle buttons comme une variante d'affichage des checkbox. Notez bien la syntaxe particulière. On utilise un input de type checkbox avec un label associé. Dans l'idée, la case à cocher va être invisible et on va voir seulement le label. Ce label aura un affichage différent suivant si le checkbox est coché ou non. On mettra la classe btnCheck à l'input qui servira notamment à dire que l'input ne doit pas apparaître. Et pour le label, on mettra les mêmes classes que pour un button. Si on a plusieurs toggle buttons, mais qu'on veut ne pouvoir en sélectionner qu'un seul, comme vous voyez ici. On utilisera alors les mêmes classes, mais on remplacera le type checkbox par un type radio. En général, quand on fait ça, on met les éléments dans un button group, c'est-à-dire un div avec la classe btn-group. Ça va coller les boutons comme vous voyez ici, et ça sera un peu plus clair pour l'utilisateur. Nous avons vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur la mise en page des formulaires. Il faudra consulter la documentation sur le site v5.getbootstrap.com. Je pense qu'il est important que vous parcouriez une fois ce site, dans sa globalité, même si c'est très rapidement, pour avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec Bootstrap. Avant de terminer la vidéo, je vous ai fait un exemple complet dont j'ai mis le lien en description. Ça vous permettra d'avoir une base pour commencer vos propres formulaires. Ça va aussi me permettre de vous montrer un peu plus sur la disposition des éléments avec Bootstrap. On va parcourir le code avec l'inspecteur de Chrome, ce qui permettra de bien voir à quoi correspond chaque élément. On commence par le div de classe ContainerFluid qui va nous permettre d'utiliser les classes Bootstrap. On met à l'intérieur une balise form. J'ai appliqué la classe myForm que j'ai définie ici.
J'ai mis une largeur de 600 px, mais j'ai mis un max width de 100% pour que quand je passe à un mobile de moins de 600 pixels de large, ça réduise la largeur de mon formulaire. Le margin auto à gauche et à droite permet de centrer ma boîte, et j'ai ensuite ajouté des bordures et un padding. J'ai ajouté des classes Bootstrap pour mettre le fond en gris léger et pour ajouter une marge au top avec la classe MT3. J'aurais aussi bien pu le faire en CSS, mais c'est pour vous montrer qu'on peut mixer les deux. On va mettre ensuite un div de classe row, ce qui va nous permettre de placer des objets en utilisant le système de grille à 12 colonnes de Bootstrap. La classe G3 permet d'ajouter des marges un peu partout dans notre formulaire. C'est le système de gutter introduit dans Bootstrap 5. Si on ne le met pas, ça donne ceci. On voit que les éléments sont un peu trop resserrés. On fait ensuite un premier div pour le prénom avec un champ texte à l'intérieur. On applique au div la classe callSM6, SM c'est pour small. Cette classe sert à dire que quand on est sur un grand écran, on fait une colonne de 6 unités sur 12, donc 50%, et quand on est sur un écran plus petit que small, c'est-à-dire en dessous de 575 pixels, on va prendre 100% de la largeur. Une petite démo. Si on réduit la largeur du formulaire, on voit que nos deux champs nom et prénom passent sur deux lignes séparées et on a alors des champs de largeur de 100%. On met ensuite un champ pour le login. On a mis un col 12 pour dire que dans tous les cas, ça fera 100% de la largeur. Vous voyez qu'on a utilisé un input group pour faire ce petit effet de coller l'arrobas en gris sur le côté du champ texte. On a mis ensuite des radio buttons. Ici, je voulais que les cases soient mises sur une même ligne et j'ai donc rajouté la classe formCheckInLine en plus de la classe formChecked qu'on a vu précédemment. Ici, je vous ai mis un exemple de button group comme nous avons vu précédemment. J'ai voulu mettre après trois champs sur une même ligne, avec le premier qui fait 3/12, le second 5/12 et le dernier 4/12. Comme il ne faut pas du tout que ces champs soient réduits en largeur quand on est sur un mobile, j'ai mis un breakpoint comme tout à l'heure, mais au lieu de le mettre à SM pour small, j'ai mis à MD pour medium. Ça va correspondre à une valeur seuil de 768 pixels. Je vous remontre encore ce que ça donne quand on réduit la taille. On voit que ça passe sur trois lignes différentes. J'ai mis dans cette case-là une zone de sélection, comme on a vu avec la classe formSelect. On voit ensuite un exemple de checkbox. Pour terminer, voyons pour le bouton. Je voulais mettre le bouton en 50% de largeur sur les écrans normaux. J'ai donc appliqué la classe callLSM6. Ça passera à 100% de largeur sur les petits écrans. Je voulais qu'il soit centré et j'ai donc rajouté un nouveau div row et j'ai ajouté la classe justifyContentCenter pour centrer mon div de classe callSM6. Je vous remontre ce que ça donne quand on réduit la taille de l'affichage. En dessous d'une certaine largeur, on voit que le bouton passe à 100% de largeur. On a fini de parcourir cet exemple. Encore une fois, n'hésitez pas à reprendre le code et à le modifier pour faire le formulaire dont vous avez besoin. Le lien est dans la description. C'est terminé pour ce chapitre. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la création des formulaires et maintenant il va falloir pratiquer. Vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu et je vous ai mis un sujet de TP que vous pouvez faire pour vous entraîner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. La prochaine vidéo portera sur le PHP et on verra notamment comment exploiter le résultat des formulaires sur le serveur. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.